Dernier épisode de la séquence 8 consacrée à la construction européenne et à la construction du sentiment d'appartenance européen. Et puisque nous n'avons pas encore abordé ce sujet qui constitue quand même la moitié du titre de la séquence, eh bien, il est temps de découvrir ensemble ce qu'on entend par la construction du sentiment d'appartenance européen. Avec aujourd'hui, comme dominante à notre première leçon, une dominante historique. Oui, ça fait quelque temps qu'on faisait surtout de la géographie. Eh bien, aujourd'hui, nous allons découvrir ou redécouvrir, puisqu'on a déjà vu pas mal de choses dans les séances précédentes, découvrir ou redécouvrir les grandes étapes du projet européen depuis les années 1950, et nous allons donc nous demander quelles ont été les grandes étapes de la construction européenne au cours des 7 dernières décennies écoulées, c'est-à-dire les 70 dernières années. Et ça va être l'occasion pour nous de clore cette séquence sur une séance à dimension civique qui fera appel un peu à la géographie et à l'histoire, mais surtout donc au civisme, et nous allons nous demander sur quel pilier repose ce fameux sentiment d'appartenance européen et d'adhésion à la construction européenne. Autrement dit, qu'est-ce qui pousse ces Britanniques qui se réclament comme des Britanniques, parce qu'on voit l'homme au premier plan à gauche sur la photo qui agite fièrement le drapeau anglais, la croix de Saint-André rouge sur fond blanc. Donc cet homme qui se sent anglais, qu'est-ce qui le pousse à se sentir en même temps européen, puisqu'il porte un t-shirt bleu aux couleurs du drapeau européen, au moment même où son pays débat de la question de savoir s'il faut rester ou non dans l'Union européenne. C'est-à-dire qu'on est devant le palais de Westminster, devant le Parlement britannique de Westminster, nous sommes à Londres et nous sommes en plein Brexit. Donc qu'est-ce qui peut pousser certains Anglais à se considérer autant européens que britanniques, et qui pousse même un autre à coller sur l'Union Jack, sur le drapeau du Royaume-Uni, les couleurs, les 12 étoiles du drapeau européen. Qu'est-ce qui pousse certains Européens à se considérer au moins autant comme Européens que comme Français, Allemands, etc. C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre. Et la première réponse, eh bien, c'est tout simplement que être Européen, se sentir européen, ça veut dire adhérer à un certain nombre de valeurs qui sont partagées par les ressortissants des différents pays membres de l'Union européenne. Et ces valeurs sont les suivantes, elles sont énumérées au fur et à mesure des traités fondateur de la construction européenne, depuis le traité de Rome jusqu'au traité de Maastricht et même les suivants, parce qu'il y en a eu beaucoup d'autres avant et après, et tous réaffirment que la dignité humaine, que la liberté, que la démocratie, que l'égalité, que l'état de droit et que les droits de l'homme sont des valeurs, sont des piliers sur lesquels repose la construction européenne, mais aussi le mode de vie des Européens. Alors d'ailleurs, on peut aussi respecter ces valeurs, les intégrer dans sa vie sans être membre de l'Union européenne. J'imagine que les Suisses possèdent ou que les Norvégiens possèdent ces valeurs-là aussi, mais ce sont des valeurs qui sont proclamées par l'Union européenne. Et aujourd'hui, dans le cadre du conflit entre la Russie et l'Ukraine, il est clair que des Européens attachés aux valeurs de l'Union européenne
S'ils doivent choisir un camp, choisiront évidemment davantage l'Ukraine que la Russie, qui, outre le fait qu'elle agresse l'Ukraine, est aussi un pays dans lequel la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l'égalité, l'état de droit et les droits de l'homme en général, malheureusement, n'ont pas libre cours, n'ont pas une grande valeur. On sait très bien que la Russie est devenue une dictature et que les valeurs de la dictature russe ne sont pas compatibles en l'état avec les valeurs de l'Union européenne. Alors, je voudrais finir notre séance sur le fait que le sentiment d'appartenance, d'attachement aux valeurs de l'Europe, au projet européen, est quelque chose qui est mesuré tous les ans, depuis de nombreuses années, par l'Union européenne, qui est soucieuse que ce sentiment d'appartenance, ce sentiment d'attachement soit réel au sein de la population. Et donc, il existe ce qu'on appelle l'Eurobaromètre, qui interroge, c'est un sondage en fait, qui interroge des citoyens de toute l'Union, donc des 27 États membres aujourd'hui, ainsi que des 6 pays candidats à l'entrée dans l'Union européenne, notamment la Turquie, mais aussi la Serbie par exemple, bon, pour ne citer que. Et donc, on leur pose un certain nombre de questions et la réponse par oui ou par non, ou éventuellement ne sait pas, permet ensuite de mesurer la force du sentiment d'attachement. Et on se rend compte que, bon an, mal an, heureusement, il subsiste toujours une majorité d'Européens qui se déclarent attachés à l'idée d'Europe, aux valeurs de l'Europe et qui se considèrent comme des Européens. Mais avec des hauts et des bas, et par exemple, l'année 2013 n'a pas été une très bonne année pour l'Union européenne puisqu'on est arrivé à un minimum de 59% d'adhésion à la question « Vous sentez-vous citoyen, citoyenne de l'Union européenne ?» Ça veut dire que petite majorité se sentait européen, alors qu'en 2018, ce pourcentage était remonté à 70%. Bon, donc ça veut dire qu'il y a toujours un tiers d'Européens qui se considèrent comme espagnols, mais pas européens, ou comme allemands, mais pas européens, par exemple. Ça en fait quand même un tiers. Et le sondage a permis de dresser une sorte de portrait robot de l'Européen attaché au sentiment d'Europe. Ce sont plutôt des jeunes, plutôt bien formés, avec des diplômes importants et un niveau de vie supérieur. C'est finalement chez les chômeurs, ceux qui ont le plus de difficultés à gagner leur vie, que l'on trouve un certain désenchantement, voire un certain désamour envers l'Europe. Tout simplement parce qu'ils se sentent méprisés par l'Europe, ils ne se sentent pas protégés par l'Europe. C'est-à-dire que pour eux c'est bien beau, mais l'Europe ça n'est jamais que des discours et dans leur vie quotidienne, finalement l'Europe n'existe pas. Et parmi ces valeurs, il y a aussi la tolérance, c'est-à-dire le respect des différences d'autrui. Parce que je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'il n'existe pas une nationalité européenne et qu'il n'existe pas du reste une identité culturelle uniforme en Europe. Tout simplement parce que l'Europe est faite de diversité. Et que ça n'est pas un hasard si
la devise de l'Union européenne est la suivante, l'unité dans la diversité, c'est tout simplement parce que être différent, c'est un droit de l'homme, c'est une liberté de l'homme, et qui s'applique au quotidien en Europe. Vous avez ici sous les yeux une carte d'Europe des langues. Et l'on voit bien que tous les Européens ne parlent pas la même langue. Il n'existe pas une langue qui s'appellerait l'européen et qui serait enseignée obligatoirement dans les 27 États membres. On sait très bien que l'Europe est partagée entre plusieurs foyers de langues. Pour faire simple, le foyer latin, les langues latines, plutôt groupées autour de la Méditerranée, en héritage de l'Antiquité romaine, qu'au nord-ouest de la France en fait partie, qu'au nord-ouest de l'Europe, on a plutôt les foyers de langues anglo-saxonnes ou germaniques, dont l'anglais et l'allemand, les langues scandinaves, et qu'à l'est de l'Europe, on a les foyers de langues slaves, dont le russe et l'ukrainien sont originaires, sans oublier des foyers de langue ponctuels comme le foyer de langue grecque par exemple. Donc il y a une diversité linguistique européenne qui est la marque même de cette volonté de respecter les différences entre Européens. De la même manière, vous avez également des religions qui sont différentes en Europe. Alors, rappelez-vous votre programme d'histoire de 5e, les croisades à l'intérieur de l'Europe. Il est clair que l'Europe s'est bâtie sur un socle, et ce socle, ça a été la religion chrétienne qui s'est déclinée au fur et à mesure des époques entre catholicisme, protestantisme et, j'allais oublier, la religion orthodoxe, c'est-à-dire 3 religions cousines mais qui ne sont plus tout à fait la même religion, même si elles sont chrétiennes, mais ça serait oublier la présence de religions plus ou moins minoritaires, religion juive, religion musulmane. Il n'existe pas une religion européenne, et ça a d'ailleurs fait débat, ça continue de faire débat, parce que par exemple, la Pologne a longtemps bloqué le projet de constitution européenne, parce que la Pologne exigeait que soit écrit dans la constitution européenne que la religion majoritaire était la religion chrétienne. Or, et les Polonais s'opposent à la laïcité à la française, par exemple. Bon, et donc, il n'existe pas de religion européenne, il n'existe pas de langue européenne, il n'existe pas une identité européenne uniforme, et c'est cette diversité qui repose sur les valeurs de l'Union qui font l'attachement à l'identité, au sentiment européen. Un autre pilier du sentiment d'appartenance européen, c'est la citoyenneté européenne. La citoyenneté européenne qui est née avec le traité de Maastricht de 1992, celui qui a fait basculer l'Europe de la Communauté économique européenne, la CEE, à l'Union européenne. Et ce traité de Maastricht n'a pas fait que changer le nom de la construction européenne, il a aussi donné aux citoyens européens des droits, et en particulier lui a accordé aussi donc une citoyenneté européenne, parce qu'il n'existe pas de nationalité européenne, il n'existe pas de langue européenne, il n'existe pas une identité uniforme européenne. Par contre, il existe depuis l'article 8 du traité de Maastricht une citoyenneté européenne. Et ce n'est pas juste des mots. La preuve, en une image concrète. Vous avez sur la photographie un homme et une femme
qui pose en photo, fièrement, à l'occasion d'une campagne électorale pour élire le maire de la commune. Et le maire de la commune, donc c'est le moustachu j'imagine, la commune d'Eymet en Dordogne. Et la femme qui pose à côté du futur maire s'appelle Terry Simpson et c'est une Anglaise. Nous sommes dans la France de la fin des années 1990-2000, si mes souvenirs sont bons, la photographie a été prise à peu près à ce moment-là. Et donc, on a une Britannique qui par ailleurs est propriétaire d'une épicerie anglaise, hein, parce qu'en Dordogne il y a beaucoup de résidents britanniques, notamment des retraités, mais pas seulement, qui ont trouvé en Dordogne un cadre magnifique, un climat, mais aussi un cadre de vie globalement, une gastronomie qui les a attirés au point qu'ils ont décidé d'y vivre, sans renoncer totalement à leur mode de vie britannique, hein. Le fameux 5 o'clock tea reste une tradition, même en Dordogne, mais cette Britannique ne se contente pas seulement d'avoir le droit de vivre et même de travailler en France, droit que lui garantit le traité de Maastricht de 1992, mais elle a en plus le droit de se présenter à l'élection municipale, puisque c'est la raison d'être de cette photographie. Alors, le traité de Maastricht prévoit en effet qu'un ressortissant d'un État membre a le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales et aux élections au Parlement européen dans l'État membre où il réside, et ce, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État. C'est-à-dire que pour élire le maire ou la mairesse de la commune, la voix de Terry Simpson ne vaudra pas plus, mais ne vaudra pas moins que celle de n'importe laquelle de ses voisins. Hein, son bulletin dans l'urne sera accepté, au fond, comme si elle était française. Et là, au passage, pour les élections européennes et pour les élections municipales, le principe de souveraineté nationale ne s'applique plus, puisque depuis le traité de Maastricht, les Européens vivant en France ont le droit de vote et même d'éligibilité, sous réserve néanmoins que, au nom de la souveraineté nationale, Terry Simpson peut être élue conseillère municipale. En revanche, elle ne peut pas être nommée maire, ni même adjointe au maire, en raison de sa nationalité britannique. Mais néanmoins, on voit que la citoyenneté européenne est à l'œuvre, puisqu'elle permet à tout citoyen de l'Union de circuler, de séjourner, de travailler, avec les droits et les devoirs des citoyens du pays, hein, parce que j'imagine que Terry Simpson a aussi le droit et le devoir de payer des impôts, très certainement, et en plus, elle a le droit de vote pour les élections européennes et municipales. Voilà en quoi réside la citoyenneté européenne. Du coup, quand le Royaume-Uni a décidé de quitter l'Union européenne, hein, le fameux Brexit dont je vous ai parlé à plusieurs reprises, eh bien Terry Simpson, comme des dizaines de milliers de Britanniques en France et des centaines de milliers de Britanniques en Europe, se sont retrouvés face à un dilemme, c'est-à-dire fallait-il quitter la France ou le pays d'accueil de l'Union européenne, parce que avec le départ du Royaume-Uni, évidemment, les Britanniques perdent la citoyenneté européenne, puisque pour être citoyen européen, la seule et unique condition, c'est que l'État qui vous a donné votre nationalité soit un État membre
de l'Union européenne. Donc ça veut dire que les Suisses et Norvégiens ne sont pas considérés comme citoyens européens au titre du traité de Maastricht. Donc vous avez des Britanniques qui ont décidé de se faire naturaliser. On a l'exemple en France de milliers de Britanniques qui ont décidé de devenir français pour pouvoir continuer à bénéficier des droits du citoyen européen au regard du traité de Maastricht. Et c'est une manière de marquer leur sentiment d'appartenance au projet européen. D'autant que, pour être tout à fait complet sur les droits accordés par Maastricht à la citoyenneté européenne, eh bien, il existe aussi ce qu'on appelle une ICE, Initiative citoyenne européenne, qui prévoit que si 1 million de citoyens d'au moins un quart des États membres, c'est-à-dire un quart des États membres, ça veut dire 7 États, 1 million de citoyens d'au moins 7 États membres, s'ils rédigent une sorte de pétition. Alors avec les réseaux sociaux, c'est évidemment beaucoup plus facile, j'imagine, de mettre en œuvre une telle pétition qu'avant. Eh bien, cette initiative, cette pétition, sera adressée à la Commission européenne, qui sera tenue d'en tenir compte au moment de proposer une loi dans les domaines qui relèvent de sa compétence. C'est-à-dire qu'on est un peu, pas tout à fait dans le cas de la démocratie directe à la Suisse, mais disons que le citoyen européen a le pouvoir d'interpeller directement les responsables de l'Union européenne qui sont chargés de gérer au quotidien l'Union européenne. Mais il y a d'autres droits du citoyen européen qui expliquent également le fort sentiment d'attachement, notamment des jeunes, à l'idéal, au projet européen. Et je pense en particulier aux étudiants mais aussi depuis peu d'ailleurs aux apprentis, qui peuvent bénéficier du programme Erasmus. Alors Erasmus, au départ, c'est un acronyme qui signifie plus ou moins schéma de mobilité, schéma de facilité de mobilité des étudiants à travers l'Union européenne. Bon, pour dire les choses plus simplement, Erasmus est un fonds financé par l'Union européenne qui permet à des étudiants et à des apprentis d'aller passer plusieurs mois à l'étranger, dans une autre université, dans un autre centre d'enseignement, et donc il verse à ces étudiants une bourse pour leur permettre de pouvoir vivre sur place. Et c'est donc l'occasion pour des Français, par exemple, d'aller étudier en Espagne, d'aller étudier en Allemagne. Et c'est là qu'on retrouve cet idéal de libre circulation. On facilite les échanges culturels. Ça rejoint un petit peu cette idée contenue dans le traité de l'Élysée de 1963, d'amitié entre la France et l'Allemagne, faciliter la coopération entre les jeunes, parce que ce sont les jeunes qui représentent l'avenir de l'Europe, et donc des jeunes qui ont l'habitude de se fréquenter, de se comprendre, malgré éventuellement le barrage de la langue.
eh bien, sont des jeunes qui vivront d'autant plus facilement ensemble dans une Europe unie. Et le programme Erasmus a été créé en 1987 et depuis 2014, il s'appelle Erasmus+, puisqu'il a été élargi, et notamment sur le plan géographique, parce qu'à ses débuts, Erasmus, c'était pour quelques pays seulement, et aujourd'hui, c'est pour bien davantage. Je vais vous montrer avec la diapo suivante. Juste une dernière remarque, Erasmus, c'est aussi en hommage à un humaniste, un intellectuel, dirons-nous aujourd'hui, un savant et écrivain à cheval sur les 15e et 16e siècles, qui s'appelait Erasme, et à qui, du coup, l'Union européenne rend hommage, puisqu'Erasme était réputé pour sa tolérance et son ouverture aux autres. Voilà, les 11 pays sont devenus 34, c'est-à-dire tous les membres de l'Union européenne, plus même d'ailleurs des pays qui ne sont pas membres de l'Union, comme la Turquie, comme la Suisse par exemple, qui malgré tout ont signé des accords de coopération culturelle permettant à leurs étudiants de partir dans l'Union européenne et réciproquement. Alors, avec le Brexit, évidemment, le Royaume-Uni est sorti du programme Erasmus+. Il y a des négociations en cours. Bon, les Anglais ont bien compris que le rayonnement culturel de l'anglais est en jeu dans cette affaire. Donc ils vont probablement continuer à, j'imagine, à accueillir des étudiants sur leur sol, même si les conditions d'admission vont être considérablement durcies, ça c'est certain, mais tout simplement parce que si les étudiants de l'Union européenne ne sont plus autorisés à venir étudier à Oxford ou à Cambridge, eh bien la réciproque sera vraie, et les Anglais, s'ils ne peuvent plus envoyer leurs étudiants dans l'Union européenne, les Anglais vont beaucoup y perdre. Et rien que pour la France, eh bien, on se rend compte que l'Union européenne a financé les déplacements de 4 millions d'étudiants, visiblement. Enfin, c'est ce que nous dit ce document de l'agence Erasmus+. Donc, ça a permis à des centaines de milliers d'étudiants de pouvoir avoir une ouverture culturelle, une ouverture d'esprit qui sera profitable, on l'espère, à tous. Un autre point que je voudrais aborder avec vous, ce sont les symboles européens. On a évoqué en EMC les symboles nationaux, les symboles de la République, qui permettent d'exprimer la fierté d'être français, l'attachement aux valeurs de la République, l'amour de la France, quoi. Eh bien, il en va de même pour l'Europe, qui s'est dotée de symboles, et il convient que des citoyens européens, des futurs citoyens que vous êtes, connaissent les symboles européens, et si possible leur origine et leur signification. Alors comme vous pouvez le voir, ils sont là, ils sont au nombre de 4, ils sont relativement récents, puisqu'ils ont été fixés entre le traité de Rome et le traité de Maastricht, donc ça veut dire que, par exemple, le drapeau européen, il a été adopté, il me semble, en 1985. Il avait été dessiné une trentaine d'années plus tôt, mais sans être vraiment, enfin, officieux plus qu'officiel. Et le drapeau européen a été fixé une bonne fois pour toutes à l'occasion du traité de Maastricht, c'est-à-dire qu'il représente
un cercle de 12 étoiles, et quand bien même aujourd'hui il y a 27 États membres, les 12 étoiles resteront éternellement, si je puis dire, au nombre de 12, pour célébrer les 12 États fondateurs de l'Union européenne, c'est-à-dire les 12 États qui ont basculé en 1992 de la Communauté économique européenne à l'Union européenne. Et parmi ces 12 étoiles, la France. Et ce cercle symbolise l'union, hein, l'anneau, un peu comme un anneau de mariage, sur un fond bleu, parce que le bleu, qui rappelle d'ailleurs le drapeau de l'ONU, est une couleur apaisante, parce que le bleu est la couleur préférée des Européens, ça a été prouvé par sondage, et aussi parce qu'il y a une dimension chrétienne derrière ce drapeau, dessiné par un Alsacien, Rémi Heitz. C'est la couleur prêtée à la Vierge Marie, hein, c'est le manteau de la Vierge au moment où elle a accouché de Jésus. Bon, donc voilà la signification du drapeau européen, auquel on peut ajouter l'hymne à la joie, 9e symphonie de Beethoven, avec des paroles qui ont été rajoutées par la suite, parce qu'au départ c'était uniquement musical, et là on a demandé, si je puis dire, enfin il était mort depuis longtemps, mais on a emprunté à Schiller les paroles de son ode à la joie, parce que être européen, ça ne doit pas être une contrainte, ça doit être une fierté, ça doit être une joie. Ensuite, la devise dont je vous ai parlé, unie dans la diversité, devise latine, pour rappeler l'origine culturelle commune, alors non pas à tous les Européens, mais à une partie des Européens, et particulièrement d'ailleurs une partie des Européens des débuts de la construction européenne, hein, quand l'Europe était à 9, à 12, hein, c'est-à-dire des langues latines pour la plupart. Et puis, une fête qui passe parfois un peu inaperçue, parce que malheureusement dans le calendrier français, elle est éclipsée par la veille, puisque le 9 mai, qui est le jour de la paix, qui est le jour de l'Europe, tombe le lendemain du 8 mai. Or le 8 mai en France est un jour férié, pas le 9 mai. Et le 8 mai, c'est le jour de la victoire des Alliés sur le nazisme. Autrement dit, on célèbre la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et le désamour, le désenchantement par rapport à l'idéal européen, par rapport au sentiment européen, ne se limite pas aux seuls Anglais et au Brexit. Parce qu'à l'intérieur même de l'Union européenne d'aujourd'hui, à 27, vous avez des populations et parfois des dirigeants qui sont ouvertement anti-européens, ou du moins eurosceptiques, comme on les appelle, à commencer par le Hongrois Viktor Orban, qui a pris beaucoup de liberté avec les valeurs européennes, hein, puisqu'il a par exemple muselé la presse. La liberté de la presse n'est pas du tout un droit fondamental en Hongrie, par exemple, ce qui pose quand même de sérieux problèmes. Et Viktor Orban est lancé dans un véritable bras de fer avec l'Union européenne, et en particulier avec la Commission européenne. Et donc en fait Viktor Orban est dans un bras de fer avec la présidente de la Commission européenne, l'allemande Ursula von der Leyen, hein, qu'on voit sur la photographie. Orban par exemple, lors des cérémonies officielles, refuse d'arborer le drapeau européen, c'est-à-dire que seul le drapeau de la Hongrie est présent derrière le chef d'État hongrois, alors que par exemple, on l'a peut-être vu à l'occasion de la réélection d'Emmanuel Macron récemment, chaque fois que le président de la République, ou d'ailleurs un représentant de l'État français est filmé dans le cadre de ses fonctions,
le drapeau européen est toujours associé au drapeau tricolore. Et le rejet du drapeau européen est bien la marque du désamour d'une partie des Européens envers l'idéal européen, envers le projet européen. Et on peut cartographier le sentiment anti-européen qui progresse, malheureusement, régulièrement, qu'on appelle les eurosceptiques. Et on voit par exemple que sur cette carte de 2014, c'est-à-dire un peu avant le Brexit, eh bien, l'euroscepticisme était très fort au Royaume-Uni, puisque 2/3 des Britanniques n'avaient pas confiance en l'Union européenne. Et c'était une manière d'exprimer leur désamour de l'Union européenne. Mais on voit que dans d'autres pays, ce sentiment est également très partagé, notamment chez les Grecs, pour des raisons sur lesquelles je ne m'étendrai pas là. Mais on voit par exemple que 4 Grecs sur 5 avaient tendance à tourner le dos à l'Europe, d'une certaine manière, mais la Grèce fait encore partie de l'Union européenne, il n'est pas question pour la Grèce de quitter l'Union européenne, et on voit que ce sentiment est quand même assez fort, notamment en France. Vous avez 2/3 des Français qui ne semblent pas exprimer un grand amour pour l'Union européenne, notamment dans les partis d'extrême droite. La défiance envers l'Europe est très forte. Et alors, j'avais beau dire qu'en Hongrie, le sentiment européen est très fort, paradoxalement, c'est peut-être quand même dans les pays de l'Europe centrale et orientale que ce sentiment anti-européen est le moins fort. Mais il est vrai aussi que ce sont des pays qui ont intégré très récemment l'Union européenne, même pas une vingtaine d'années, et que du coup, peut-être que l'usure du temps n'a pas encore fait son effet.